Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette partie, ma première ronde du Grand Prix du Cap d'Agde 2022. Je suis opposé à un jeune de 12-13 ans, Enzo Yono Jubin, classé environ 2000 Elo. Donc méfiance, il progresse très rapidement. En mai, il était classé à peine 1800 Elo, il a gagné déjà 200 points en quelques mois et a priori, sa progression ne va pas s'arrêter là. Donc j'ai un plan de jeu assez clair comme toujours quand j'affronte un tel jeune, c'est amener la partie sur un plan purement positionnel en essayant au maximum d'éviter les complications. En général, en tactique, ils sont déjà au moins aussi forts que moi, si ce n'est bien plus, mais sur le plan purement positionnel, je suis en général encore pour quelque temps un peu plus forte. Donc j'ai commencé par cavalier F3, fidèle à ce plan de jeu, le coup le plus solide et le plus souple, et mon adversaire confirme ce que je pensais en jouant C5, un coup déjà agressif parce que ça permet de transposer dans la défense sicilienne. Donc ici, j'ai réfléchi, est-ce que j'allais jouer G3, est-ce que j'allais jouer E4, ça j'ai pas pensé du tout évidemment. Donc G3, C4, E3, tous ces coups, je les ai envisagés. Puis je me suis rappelé que Maxime Vachier-Lagrave, avec les pièces noires, affectionne le coup C5. Et ici, des joueurs comme Levon Aronian ou Wesley So lui jouent régulièrement C3, un coup peu ambitieux d'un point de vue théorique, mais qui amène la partie sur un plan purement positionnel, et donc loin du style de Maxime Vachier-Lagrave à la recherche des complications. À noter qu'on avait eu les appareillements seulement quelques minutes avant le début de cette première ronde, donc pas eu le temps de se préparer, donc c'est de la pure improvisation. Mon adversaire m'a répondu cavalier F6, coup un peu plus normal, et après D4, on voit l'idée des blancs, il menace de prendre C5. Par exemple, sur G6, c'est une gaffe, les blancs prennent en C5 et vont s'accrocher au pion de plus par B4. Par exemple, après Dame C7 ou cavalier A6 d'ailleurs, les blancs jouent B4 et les noirs ne reverraient pas leur pion. Donc mon adversaire a pris en D4, c'est le meilleur coup, et après C prend D4, le meilleur coup aurait été de jouer D5, transposant dans une slave d'échange. C'est-à-dire qu'on a exactement la même position par un ordre de coups différent que si on avait joué D4, D5, C4, C6, prise en D5, prise en D5, cavalier F3, cavalier F6. Donc c'est une ouverture réputée peu ambitieuse, même si on peut la jouer pour le gain avec les blancs, mais j'étais très contente d'obtenir cette position si mon adversaire avait joué D5, parce que a priori c'est pas un joueur de slave, hein. Si sur cavalier F3 il m'a pas joué D5 ni C6, c'est qu'a priori il joue pas la slave, donc je devrais avoir plus de connaissances théoriques, et en plus c'est, je pense, plus mon style de jeu. Mais mon adversaire n'a pas joué D5, il a fait G6. Sauf que c'est déjà une imprécision, parce que après cavalier C3, les blancs menacent de pousser E4, établissant un centre parfait. Sur fou G7 par exemple, les blancs joueraient E4 avec déjà un énorme avantage. Laisser le centre parfait aux blancs serait catastrophique, surtout que pour l'instant il est encore mobile, donc à tout moment les pions pourraient avancer. Par exemple, sur un coup comme cavalier C6, on joue D5 et c'est déjà terminé. Le cavalier n'a rien de mieux à faire que de retourner en B8 et puis on joue E5 et les noirs se font écraser. La meilleure tentative est sûrement d'essayer de contester ce centre en jouant D5 pour le casser, ne pas laisser les pions côte à côte là où ils sont les meilleurs, mais après E5, le cavalier vient en E4, mais ici il y a un coup très désagréable pour les noirs, c'est Dame B3, mais la pression sur le pion D5 empêche aussi le fou de se développer parce que le pion B7 serait en prise. Ici, il faut prendre en C3, mais les blancs peuvent reprendre avec le pion. Ce trio de pions bloque parfaitement le fou G7 qui est assez piteux, et par exemple sur roc, on peut même jouer H4. Maintenant, il n'y a pas fou G4 parce que le pion B7 serait en prise, donc les blancs vont ouvrir la colonne H, ça va être catastrophique pour les noirs qui ont du mal à se développer et qui se font déjà agresser. Donc après cavalier C3, mon adversaire s'est ressaisi et a joué D5 maintenant. Sauf que le fou F8 dans cette structure de slave d'échange n'a rien à faire
en G7. Tout le jeu va se passer là où il y a une colonne ouverte, c'est-à-dire à l'aile dame, et le fou G7 va se retrouver hors jeu. Là, les blancs sont déjà en position bien préférable, alors c'est pas gagnant évidemment, hein, loin de là, mais c'est déjà difficile pour les noirs. Et tout ça, c'est parce que le fou n'a rien à faire en G7. Si on revient à la position classique de la slave d'échange, donc si mon adversaire avait joué D5 ici, les deux camps vont se développer tranquillement, d'abord les fous, et ensuite jouer respectivement E3, E6, et le fou F8 va soit venir en D6 pour s'échanger, soit venir en E7, solide, mais dans tous les cas, il aura une activité à l'aile dame. On voit que ici, ça serait très étrange de jouer G6 pour mettre le fou ici, là où il va taper sur le pion D4. Mais c'est dans cette structure, dans cette position que Enzo va se retrouver après avoir été contraint de jouer D5 maintenant. Donc j'ai fait fou F4, évidemment je veux jouer E3 mais avec le fou à l'extérieur de la chaîne de pions. Fou G7, E3 maintenant, roc, et ici un coup très naturel, je trouve, mais ça n'a pas été évident pour tout le monde, fou E2. Le fou dans ces positions est bien mieux placé en E2 qu'en D3. Alors de manière générale, le fou est mieux placé en D3, mais pas quand il y a un fianchetto chez les noirs. Parce que ici, il taperait sur ce trio de pions, et aussi, il limite un peu l'action de la dame sur la colonne D. Donc parfois, alors on en est encore très loin, mais parfois, les noirs peuvent arriver à jouer E5, et là aussi, le fou est bien mieux placé en E2 qu'en D3, parce qu'en cas de reprise, la dame aurait son action coupée s'il fou en D3, et pas s'il est en E2. Donc fou E2, c'est vraiment le coup automatique pour qui est bien au fait de ses positions. À noter qu'on ne craint pas encore cavalier H5. C'est un coup typique dans toutes les positions avec D4 et le fou à F4, que ce soit début de Londres ou autre. Si les noirs arrivent à échanger leur cavalier contre ce fou, ils vont prendre la paire de fous et ils seraient bien contents aussi de se débarrasser de quelques pièces mineures. Mais dans cette position, les blancs répliquent de manière typique là aussi par fou E5 d'abord, proposant l'échange des fous, et après F6, on a fou prend B8, on a forcé le coup F6 affaiblissant, le cavalier en H5 se retrouve au bord pour rien, et après tour prend B8, un coup excellent, ça serait de jouer cavalier D2, fait comprendre au cavalier H5 qu'il n'a pas de repli, donc fou prend H5 va arriver au prochain coup, et c'est déjà totalement perdant pour les noirs. Et donc après fou E2, mon adversaire a fait cavalier C6, et là, méfiance, sur petit roc, cavalier H5 serait bon cette fois-ci. Par exemple sur fou E5, F6, là il n'y a plus de cavalier B8 pour venir s'échanger, donc on est obligé de retourner en G3, et les noirs peuvent prendre, ils ont gagné la paire de fous, et un des plans, ça va être de jouer E5 à terme. Alors il faut le préparer, on ne peut pas le jouer tout de suite, parce que sur E5, parce qu'on a mis le fou en E2, il y aurait D prend E5 suivi de dame prend D5 qui gagne un pion. Mais les noirs pourraient jouer fou E6, fou F7, préparer E5. Avec le centre et la paire de fous, ils pourraient même se retrouver bien mieux. Mais donc, dans cette position, j'ai joué H3. Là aussi, c'est un coup qu'on voit régulièrement dans les débuts de Londres et autres ouvertures du pion D quand le fou est en F4 et que les noirs menacent cavalier H5. On fait H3 pour se créer une case de repli en cas de cavalier H5. Mon adversaire a répondu par A6, c'est un coup assez utile de manière générale dans cette structure aussi. Ça prend la case B5 à 2 pièces, et en cas de dame B3, pour mettre la pression sur le pion B7, les noirs seraient prêts à répondre B5. Donc peut-être qu'il s'est dit par exemple qu'il ne voulait pas sortir le fou tout de suite parce que dame B3 pouvait mettre une pression, et il n'a pas envie de jouer dame B6 parce que je pourrais échanger les dames, et là aussi cette finale serait avantageuse parce que le fou G7 se retrouve hors jeu. Mais sur A6, j'ai toujours pas roqué, donc je le fais maintenant avant toute chose. Et ici, il a joué B5, ce qui est sûrement plus affaiblissant qu'autre chose. Ça a l'air assez solide pour les noirs, mais les pions avancent et ne peuvent pas reculer.
Donc plus ils avancent, plus ils affaiblissent des cases. Maintenant, plus aucun pion ne peut contrôler la case A5 et surtout la case C5. Donc j'ai joué A4, force le pion à avancer encore. Il n'a pas du tout envie de prendre parce que le pion A6 serait très faible. Là, je pourrais même reprendre de la dame, ce serait très naturel pour la développer, mais même du cavalier. Le cavalier se dirige en C5 et je commence à avoir beaucoup de monde qui tape sur le pion A6. Donc le pion doit avancer. Ça a l'air de placer le cavalier sur une mauvaise case, mais je le mets en A2 et je vais venir en C1, puis en B3, puis en C5. Donc toute la manœuvre d'Enzo avec A6 puis B5 se retrouve être plus affaiblissante qu'autre chose. Il a joué dame B6, cavalier C1 avant que les noirs n'aient le temps de jouer B3. Donc je contrôle 2 fois, là ça serait en prise. Et en fait, on est encore dans la théorie. Alors évidemment, personne ne le savait, hein, mais on suit une partie entre 2 grands maîtres, Pavel Elianov, super grand maître ukrainien, qui a été un des tout meilleurs joueurs du monde et qui a encore, je crois, plus de 2700 ou très proche en tout cas, contre Kees Arkel, un grand maître anglais bien moins fort, mais quand même très respectable et respecté d'ailleurs. Et leur partie, ça a été s'est poursuivi par cavalier E4 et on va voir le plan parfaitement démontré par Pavel Elianov. Il a joué cavalier B3, menace de pousser le pion A5 pour fixer la faiblesse noire en A6. Donc les noirs ont eux-mêmes joué A5, tour C1, fou A6, échange le mauvais fou contre le bon fou des blancs, mais ça suffit pas à soulager la pression parce que on s'incruste sur la case C5, cavalier prend C5, tour prend C5, et on voit dans cette position, c'est encore plus criant maintenant qu'il y a moins de pièces mineures, que le fou ne fait rien. Le fou des blancs participe à l'attaque à l'aile dame. Le cavalier, il est prêt à venir en E5 ou d'ailleurs faire un petit tour par là. La colonne C est dans les mains des blancs. Cette position est tout simplement gagnante positionnellement. Le gars va demander une longue conversion, hein, c'est clair. On ne va pas gagner en quelques coups, mais c'est gagnant. Sur un jeu parfait, ordinateur contre ordinateur, les blancs vont gagner 100% du temps. E6 protège le pion, dame C2 et tour C1, on tripe sur la colonne C. Cavalier E7 propose l'échange de toutes les pièces lourdes. Ça soulagerait bien la pression des noirs, notamment parce que le fou peut, grâce au coup E6, participer maintenant à l'action à l'aile dame. Mais ici, un coup à la Karpov contre une séquère, une fameuse partie classique que j'avais déjà mentionnée sur ce site, sur cette chaîne, pardon. Fou C7 refuse l'échange des pièces lourdes. On conserve toutes les pièces sur l'échiquier et la différence d'activité entre les pièces blanches et noires se fait encore plus sentir. Tour A7, petite manœuvre du cavalier pour venir taper sur la faiblesse. Et après tour A6, le pion est prenable. Et les blancs ont gagné un pion et vont pas tarder à gagner la partie. Il y a eu encore une petite phase tactique. Bon, peu importe. A5 gagne un tempo sur la dame avant de récupérer la pièce. Les blancs ont un pion net de plus. Il est passé. Il est très fort. Le fou est toujours mal placé, hors jeu. Et le gain n'est plus qu'une question de technique, comme on dit. Donc, une magnifique partie de Pavel Elianov. Alors, est-ce que je vais réussir à en faire autant? Mon adversaire n'a pas joué cavalier 4, il a préféré jouer fou F5 pour développer le fou. Le même coup, cavalier B3, avec la même idée de faire A5. A5 des noirs, comme dans la partie susmentionnée. Tour C1, pareil, pour l'instant, les deux parties se ressemblent beaucoup. Cavalier E4, cavalier C5, comme dans l'autre partie, sauf que c'est pas le plus précis. Alors, ça reste un excellent coup, mais ici, il y avait une possibilité tactique des noirs de diminuer l'avantage blanc. Après cavalier C5, j'avais envisagé quasiment que la prise en C5, mais il y a un joli coup E5. Alors, ça perd un pion, mais la position devient moins avantageuse qu'avant pour les blancs. Donc cavalier C5 est en fait un peu imprécis. Ici, le mieux, c'est de jouer cavalier prend E5,
Sur cavalier prend E5, donc on peut pas tout reprendre parce qu'on perdrait une pièce. C'est l'idée des noirs, mais je peux prendre E4 d'abord, avant de prendre E5. Les noirs reprennent en E4, et après dès prend E5, j'ai un pion de plus. Mais les noirs ont du jeu, par exemple après tour D8, la dame doit rejouer, il y a une petite activité pour les noirs, et la position n'est peut-être même plus gagnante positionnellement pour les blancs. Donc à la place de cavalier C5 dans cette position, le coup le meilleur d'après l'ordinateur, c'était de faire précéder ce coup par G4. Alors c'est toujours très dangereux de pousser les pions du roc, mais ici c'est assez concret. Le fou est obligé de venir sur une case où il va se faire attaquer par le cavalier C5, ça a forcé cavalier prend C5, tour prend C5 maintenant, et les blancs ont tous les avantages que je veux obtenir de la partie, à ceci près qu'ils ont affaibli leur roc, mais les noirs sont bien incapables d'en profiter. Donc G4 était le meilleur coup, cavalier C5 tout de suite, une imprécision à cause de ce joli coup tactique E5, sacrifice de pion pour obtenir de l'activité. Mais mon adversaire a pris un C5, tour prend C5, et en fait dans cette position, enfin en jouant cavalier C5, j'avais prévu la possibilité cavalier prend C5, tour prend C5, E5 maintenant. J'avais juste mal compris le fait que les noirs pouvaient jouer E5 avant de prendre C5. Dans cette position, ça ne va pas, parce que les blancs, avant de prendre un E5, jouent le coup intermédiaire tour B5, gagnent un tempo sur la dame, et après dame C7, on peut prendre. En cas de cavalier prend C5, on peut jouer tout simplement tour prend D5, on a un pion de plus des meilleures pièces, c'est totalement gagnant. Donc, dans cette position, en jouant cavalier C5, j'avais prévu la prise et la possibilité E5, mais j'avais oublié ou sous-estimé que E5 tout de suite était possible. Mais ok, tour prend C5, il a joué tour AC8, sacrifie le pion D5 pour obtenir le aussi de l'activité. Après tour prend D5, il a joué cavalier A7, un coup un peu étrange, mais il y a une double idée, ça prend la case B5 à la tour, on l'a mentionné tout à l'heure, et ça libère la tour pour contrôler la case C2. Et bien sûr, la tour D5 est dangereusement placée. Hein. Elle pourrait se faire enfermer après un coup comme fou E4. Donc ici, j'ai envisagé deux coups qui conservent l'avantage décisif. On peut jouer fou D3, mais c'est un peu bizarre. Il y a fou E6, la tour vient en G5, elle peut se faire attaquer à nouveau, la tour vient en G3. Alors on a un pion de plus et il est hyper fort en D4, hein, il domine totalement le fou, il contrôle des cases importantes, il est bien protégé par un pion, mais jouer avec une tour comme ça, c'est toujours un peu bizarre. À la place, j'ai préféré jouer le sacrifice positionnel, tour prend F5. Force, j'ai pris F5 évidemment, et en échange de la qualité, on a déjà un pion et la structure des noirs à l'aile roi est totalement détruite et les blancs s'emparent de l'initiative. Alors c'est juste un choix entre deux avantages aussi décisifs d'après l'ordinateur, mais totalement différents d'un point de vue humain. Soit on a l'avantage matériel, un pion de plus, mais une position un peu bizarre avec cette tour en G3, soit on a un léger désavantage matériel, hein, une qualité de moins pour un pion, c'est vraiment le désavantage matériel le plus minime qui soit aux échecs, mais une position excellente avec l'aile roi détruite et des meilleures pièces pour les blancs, le cavalier hors jeu en A7, la tour en F8 qui est passive, toujours des faiblesses en A5, des cases faibles toujours présentes. Donc j'ai préféré, et je pense à raison, le sacrifice de qualité. Fou D3, tape sur la faiblesse, force le coup E6, le cavalier vient en E5 avec double effet, non seulement il est très fort, mais en plus ça libère la dame pour venir sur la case H5, profite du placement malheureux maintenant de la dame à l'aile dame. En cas de fou prend E5, j'aurais repris du pion pour fixer le pion en F7, et là l'affaiblissement des cases noires est catastrophique. La dame va venir, on va jouer du fou G5, fou F6 ou du fou H6,
et il y aura aussi, après dame H5, après dame H5, du G4 pour faire exploser le pion F5 et mater tout simplement. À tout moment aussi, on peut faire jouer la tour F1 par un petit coup droit, tour G1 et G4. Donc ça serait totalement perdant pour les noirs. À la place, il a joué dame D8 pour replacer la dame en défense, mais après dame H5, il n'y a pas de dame F6 parce que fou G5, tout simplement, gagnerait la dame. Donc ici, les noirs sont en position critique. Mon adversaire a pas mal défendu. Il n'a pas joué cavalier C6. J'aurais pu prendre, tout simplement. J'aurais fait G4 ensuite. Et le pion F5 explose. Les blancs vont gagner un deuxième pion. Donc là, cette fois-ci, ils vont obtenir l'avantage matériel avec 2 pions en échange de la qualité. Évidemment, on ne peut pas prendre ces mates en H7. Donc, par exemple, après G4, on peut jouer dame F6. Mais maintenant, on peut prendre. Fou prend F5, menace mat, H6 est forcé, et on va voir à quel point toutes les pièces blanches s'activent de manière harmonieuse. On joue roi H2 pour faire passer la tour, tour G1, tour G8 pour se défendre tant bien que mal. On peut imaginer de tour G4 pour venir en H4. Alors les noirs arrivent encore temporairement à se défendre, mais c'est totalement gagnant. Les noirs n'ont aucun coup. À tout moment, il peut y avoir du fou E5. L'ordinateur, là, j'ai l'évaluation sous les yeux, il affiche +6, alors qu'il n'y a pas de gain direct. Pour vous dire à quel point la position est écrasante, mais sans surprise, on a l'avantage matériel et l'activité des pièces, il n'y a pas photo. Donc, pas cavalier C6, il m'a joué F6 pour chasser ce cavalier, mais évidemment, c'est un coup qu'on regrette de faire. Il suffit de demander au fou G7 ce qu'il en pense de ce coup. Mais ça chasse le cavalier, c'est au moins ça. Mais le cavalier, cela dit, il vient en C4, où il met la pression sur le pion A5. Gagner un deuxième pion, ça donnerait l'avantage matériel au blanc, et ça permettrait que toutes les finales soient maintenant gagnantes avec le pion A passé. Mais en plus de C4, il se dirige aussi vers la case D6. Par exemple, sur cavalier C6 maintenant, cavalier D6 est décisif. Attaque la tour, tour C7, fou C4, et c'est terminé. On menace de prendre en E6, mais aussi, en clouant le pion E6, de prendre en F5. Les noirs ne peuvent pas parer les deux menaces. A noter que sur dame E8, pour proposer l'échange des dames, j'aurais accepté. Dame prend E8, le coup qu'on voudrait faire tour F prend E8 se voit réfuté par cavalier D6 fourchette. Donc les noirs sont obligés de le coup un peu étrange, tour C prend E8, mais là je prends le pion, on a l'avantage matériel, la tour F8 surtout, la tour E8 ça va encore, mais la tour F8 est mal placée, et la finale est facilement gagnante pour les blancs. Donc après cavalier C4, il a joué le meilleur coup, tour C6, pour empêcher le cavalier de venir en D6. Et ici, un bon petit coup, toujours plaisant à jouer ces coups de domination totale, B3. On prend son temps. Ça permet d'éviter deux choses. Déjà, que le cavalier C4 se retrouve en prise un jour, hein, parce que le fou défend le cavalier, mais le fou n'a pas vocation à défendre le cavalier, il a vocation à attaquer à l'aile droite. Donc c'est important de défendre le cavalier avec le meilleur des défenseurs, le pion. Et aussi, ça peut consolider le pion A4, éviter qu'un jour les noirs jouent B3 pour affaiblir le pion A4 et le pion B2. Donc B3, c'est toujours les coups très plaisants. Et si j'avais joué d'abord G4, l'autre bon coup, par exemple après Dame D5, on voit que B3 est forcé. Donc c'est toujours très plaisant de commencer par un petit coup tranquille qui fait comprendre à l'adversaire que non, je suis pas pressé. J'ai un léger désavantage matériel, mais t'inquiète pas pour moi, tout va bien, fais ce que tu veux, moi je suis tranquille. Il y a un côté psychologique aussi dans ce genre de coup. Donc cavalier C8, une belle idée. Il veut replacer le cavalier sur le terrain de l'action, hein, parce que là, il était totalement hors jeu. Et donc G4 maintenant, alors il faut y aller, hein, là
je me suis permise de jouer un coup tranquille, mais on peut pas non plus en abuser. Maintenant, il faut y aller. À noter que G4, ça, c'est vraiment le coup, de manière générale, je suis très réticente à le faire, donc quand je le fais, c'est souvent qu'il est bon, hein. Là, ça va, cavalier E7, je prends un F5, les noirs ne peuvent pas reprendre parce que je l'aurais tout simplement repris, hein, et cette position est catastrophique pour les noirs. Là encore, on a l'avantage matériel. Regardez ce fou G7 comme il est piteux à cause du pion F6, hein, que les noirs ont été contraints de pousser pour chasser le cavalier E5. Donc dans cette position, on ne peut pas reprendre, il faut jouer E5. On profite que les blancs ne peuvent pas prendre, il y aurait dame prend D3 évidemment. Là, j'hésitais un peu entre fou G3 ou fou H2, je savais pas très bien, je me suis dit: «Allez, je le mets en G3, peut-être qu'il ira en H4 un jour et le roi peut venir en H2». Ça peut être bien d'avoir le choix entre les cases H2 et H1 pour le roi, hein, c'est souvent le plan pour jouer tour G1, mais je préfère avoir le choix plutôt que d'être contrainte, de mettre le roi en H1 après fou H2. Donc fou G3, les noirs prennent le pion, évidemment j'ai aucune envie de laisser la dame noire s'activer et je joue E4, pas de contre-jeu, et regardez à quel point les pions dominent le cavalier. Le pauvre cavalier était en A7, il a dépensé 2 coups pour venir en E7, espérant s'activer sur un D5, soit en G6, et il se retrouve totalement dominé par les pions blancs. Donc E4, très bien. Alors ici, le moindre mal pour les noirs, ça aurait été de jouer roi H8 en prévoyant de jouer un éventuel tour G8. Et là, j'aurais eu un choix entre roi H2 pour faire tour G1, de manière un peu similaire, ou d'attaquer directement par E5. Je pense que j'aurais préféré E5. Les noirs ne peuvent pas prendre parce que F6 met fin à la partie. On menace mat maintenant que le fou D3 s'est activé, hein, donc c'est vraiment l'idée. Pour l'instant, le fou a l'air mal placé en D3, bloqué par ses pions, mais c'est pas définitif. E5, prise F6, et maintenant, est-ce qu'il est si mal placé que ça, ce fou? Je ne crois pas. Donc après E5, le moindre mal, ça aurait été de proposer l'échange des dames, mais là aussi, j'aurais accepté. E6, alors sur le papier, toujours un désavantage matériel pour les blancs, mais avec le pion passé protégé en E6, ce fou horrible en G7, le pion plutôt faible maintenant en D4, la paire de fous, le pion en A5 très faible aussi, que des mauvaises pièces pour les noirs, pas vraiment de colonne ouverte, parce que la colonne C est ouverte certes, mais bien bloquée par le cavalier en C4, protégée par un pion. Cette finale est totalement et assez facilement gagnante pour les blancs. Mais après E4, dans cette position désespérée, mon adversaire a gaffé, il a joué tour E8. Le problème, c'est que la tour est en l'air, elle est attaquée une fois, protégée une fois, mais du coup, hein, c'est ma définition des pièces en l'air, c'est les pièces qui sont attaquées et protégées le même nombre de fois, que ce soit 0 fois ou une fois ou 2, etc. Il y a des combinaisons. Par exemple, là, j'aurais pu prendre un A5 parce que la dame ne peut pas recapturer, il y aurait dame prend E8. Mais ça met le cavalier hors jeu. Par exemple, après tour C3, est-ce que je suis vraiment si contente d'avoir mis le cavalier en A5? C'est pas clair. Enfin, en vrai, c'est totalement gagnant, mais je trouvais que c'était beaucoup plus simple de jouer cavalier D6, là aussi basé sur la même idée, hein. Les noirs ne peuvent pas prendre 2 fois, il y aurait dame prend E8. Du coup, après cavalier D6, il a joué tour F8, mais fou C4 échec. Bon là, le moindre mal, c'est peut-être de rendre la qualité, mais bon, c'est évidemment totalement perdant. Il y a un pion de plus pour les blancs maintenant et toujours le même avantage positionnel. Donc c'est genre de position où on dit il y a un pion de plus et la compensation pour les blancs. Fou C4 échec, il m'a joué roi H8, mais évidemment je gagne quand même la qualité après cavalier F7. Tour prend F7 forcé, dame prend F7. Il m'a joué cavalier C8, j'ai activé ma tour. Enfin, c'est la seule pièce à ne pas encore avoir contribué à l'attaque. Tour D1, fou H6. Ici, une petite combinette pour les blancs si vous voulez faire pause pour la chercher. Tour prend D4, la dame noire est une nouvelle fois surchargée. Après dame prend D4, il y a mat en 1.
Donc il m'a joué dame F8. Évidemment, je ne refuse pas les finales avec maintenant 2 pions de plus. Tour D8, clouage, force, roi G7, E5. Le pion est imprenable parce qu'après fou prend E5, échec. Si le roi bouge, je prends. Et puis sinon, on n'a pas envie de donner la qualité. Après E5, si il avait bougé le cavalier, j'aurais pris en F6 et le même dilemme, en cas de tour prend, je gagne par fou E5 et en cas de roi bouge, je gagne le fou. Donc dans cette position, il m'a joué fou E7 et c'est maintenant mat en 5 coups. Donc vous pouvez le faire en exercice si vous voulez, c'est que des échecs jusqu'au bout, donc c'est assez facile à calculer. Enfin, je dis ça, j'ai quand même pris mon temps pour vérifier, hein. De toute façon, il n'y a aucune honte à avoir, à réfléchir dans une position totalement gagnante, hein. C'est même parfois assez plaisant et surtout déplaisant pour l'adversaire. Donc ça arrive que quand on vérifie un gain, quand on sait que c'est totalement gagnant et qu'on vérifie un gain, l'adversaire en est marre et abandonne parce qu'on se sent un peu bête à devoir patienter dans une position où on sait qu'il y a un mat. Et donc j'ai pris mon temps pour calculer le mat jusqu'au bout. Tour G8, échec, roi H6, fou F4, échec, roi H5, fou E2, échec, roi H4, fou G3, échec, roi prend H3 et fou F1, échec et mat. À noter que fou G4 aurait aussi fait échec et mat, assez joli. Les deux sont jolis, mais j'ai préféré jouer fou F1, comme ça fait une pièce de moins à remettre en place à la fin de la partie. Non, je rigole. Mais j'ai vraiment joué fou F1, il m'a laissé sportivement le mater sur l'échiquier. Donc voilà, une belle partie presque parfaite. Si j'avais pas alors gaffé, c'est peut-être un bien grand mot, mais pas commis l'erreur, cavalier C5 là, ça aurait été la partie parfaite, pour moi en tout cas. Bon là, il y a ce petit coup qui gâche un peu avec, la possibilité E5 et c'est seulement plus 0,70 là pour les blancs, alors que cette position, après G4 le meilleur coup, est évaluée à plus 1,50. Donc comme j'ai fait une bonne partie et que ça m'arrive assez rarement, je l'ai vérifié par la Let's Check Analysis, hein, dont j'avais parlé dans les vidéos sur la triche. Alors je suis quand même bien loin des 100 même des 90, elle a scoré 75 ce qui reste tout à fait honorable, heu, pour une joueuse de mon niveau. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez soutenir, la chaîne sur Tipeee. Pour l'instant, je prends pas de nouveaux élèves, mais ça tardera pas donc keep in touch et je vous dis à très bientôt. Ciao.